Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau dossier, un nouveau dossier autour de la thématique de la propolis. Et alors c'est avec un bonheur, une joie immense que j'ai de retrouver un auteur que vous avez déjà vu sur notre plateforme, puisqu'il était déjà venu nous parler du pollen. Il s'agit de Patrice Percy-Ducerre. Bonjour Patrice. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Mais oui, c'est un plaisir de vous retrouver. Je le rappelais à l'instant, si vous avez manqué, vous qui nous écoutez, le précédent dossier qu'on avait enregistré ensemble sur le pollen, je vous invite chaleureusement à aller le regarder parce que là encore, vous nous aviez délivré des pépites autour de ce super aliment, cet aliment prodigieux en fait qu'est le pollen, toutes les vertus joyaux de la nature que nous propose cette synergie merveilleuse entre le végétal et les abeilles, cette alchimie qui se passe entre les deux. Donc voilà, je vous invite vraiment à le regarder si vous l'avez manqué. Et puis aujourd'hui, on continue dans ces thématiques, la propolis. Et puis on aura l'immense plaisir de vous retrouver autour de l'air de la ruche. Formidable thématique également que vous viendrez nous expliquer dans quelques temps. Mais pour l'heure, la propolis. Alors, je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent, je suis convaincue, intimement convaincue que tout le monde vous connaît, mais peut-être pour les nouvelles personnes qui seraient ici, je rappelle, Patrice, que vous êtes une référence de l'apithérapie en France. Voilà, un maître d'apithérapie, vraiment, et je pèse mes mots. Vous êtes ingénieur agronome, donc apiculteur professionnel dans le Lot-et-Garonne. Vous êtes aussi conférencier, auteur. Je pense notamment à ce livre, c'est Pollen qui nous soigne, qui est votre dernier ouvrage, qui a été augmenté. Voilà, donc je vous invite aussi à le regarder. Passionnant, enfin avec plein de pépites, vous retracez en fait votre parcours et puis les bienfaits de l'apithérapie de manière générale, donc tous les bienfaits autour de la ruche, des abeilles, du fonctionnement et toutes ces pépites qu'elles peuvent fabriquer, nous proposer, dont nous pouvons jouir avec beaucoup de bienveillance, avec un regard éthique là-dessus, parce que ça, c'est très important également pour vous. L'idée, c'est d'être en collaboration et en complémentarité avec ce monde de la ruche et non pas abuser ni du travail magnifique des abeilles tout court et de ce formidable, ces exploits qu'elles fabriquent tous les jours. Et vous avez créé également, donc vous êtes le fondateur de Pollenergie, remarquable marque de pollen, de propolis, de super aliments autour de la ruche de miel également. Enfin voilà, vous pourrez regarder, on vous mettra un lien dans la description dessous. Formidable marque, voilà, avec beaucoup d'éthique là aussi, j'en parlais à l'instant. Il y a une attention toute particulière sur comment est récolté le pollen, comment sont fabriqués les différents super aliments, mais vous pourrez nous en dire un mot si vous le souhaitez. Et puis simplement, vous avez également, vous êtes le fondateur également d'un centre merveilleux que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelque temps, le Miel et l'eau, dans le Lot-et-Garonne, un lieu hors du temps, une espèce de parenthèse dans les coteaux lot-et-garonnais où vous mêlez bien-être avec apithérapie. Donc on aura l'occasion d'en reparler plus largement dans le prochain dossier sur l'air de la ruche et puis le bien-être autour de l'apithérapie. Voilà, mais je vous laisse peut-être compléter un petit peu ma présentation. Oui, bon, elle est brillante, donc j'ai pas grand-chose à ajouter. Puis on commence à se connaître un peu, quoi, donc c'est sympathique. Oui, non, je suis absolument ravie. Ce qu'on pourrait peut-être, alors on parlera de votre centre et puis forcément de Pollenergie parce que on va en parler tout au long de ce dossier. Il y a une attention particulière à porter sur la propolis. Ce qu'on peut compléter peut-être un petit peu, c'est que vous participez activement à une association
francophone d'apithérapie. J'aimerais bien que vous nous en disiez peut-être un mot parce que c'est vrai que c'est une pratique, est-ce que je peux dire pratique? Je sais pas si le mot est très correct, mais en tout cas des passions qui se révèlent autour de l'apithérapie. On peut se former dans plusieurs endroits, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quelque chose d'un peu validé, d'un peu sérieux. Donc peut-être que vous pourriez nous dire un mot de cette association francophone d'apithérapie qui fait un travail remarquable. Oui, cette association est importante pour moi parce que c'est un prolongement en fait du travail que j'ai fait sur le pollen, sur la propolis, sur l'air des ruches maintenant. C'est-à-dire que c'est une analyse scientifique des propriétés de chaque produit de la ruche. Donc c'est pas une approche coutumière. Si vous voulez, par exemple, dans le pollen, on disait que le meilleur pollen, c'était le pollen qui était le plus mélangé possible et qui était bien séché, qui se conservait bien, quoi. Donc ça, c'était traditionnel. Et j'ai remis ça complètement en question en remettant en question le mode de conservation, le tri du pollen, c'est-à-dire que plutôt que de tout mélanger, tous les pollens, les laisser tels qu'ils sont récoltés par les abeilles, parce qu'ils ont des propriétés différentes, et scientifiquement essayer par des analyses, par des essais, par de voir ce que ça donne sur des animaux, sur des humains, et bien voir les effets. Et voilà, donc le stade analytique après sur le vivant, et pour pouvoir conseiller à plus juste titre le produit. Donc cette association, on est une dizaine d'enseignants dans cette association. Moi, j'enseigne la partie air des ruches et pollen. Et après, mon collègue, vous voyez à l'écran, Nicolas Cardino, qui est un chercheur que j'avais recruté à Pôle Énergie, qui a fait une partie de sa carrière à Pôle Énergie et qui maintenant fait partie du comité d'apithérapie à Apimondia. Donc c'est devenu une pointure mondiale au niveau de l'apithérapie et principalement de la propolis. D'ailleurs, les figures que vous allez voir, on les a constituées ensemble pour communiquer. Donc ça a été vraiment, c'est resté un ami et ça a été un très très bon collaborateur à Pôle Énergie, quoi. Et donc il y a 7 chercheurs qui traitent chacun d'un sujet. Le président est un médecin, donc on est cadré au niveau médical pour ne pas être en opposition avec le monde médical, mais au contraire en complémentarité, hein, ce qui est important. Donc voilà, moi j'y enseigne fin janvier. Alors ce sont des week-ends de formation. C'est une formation qui est certifiée Calliope, donc qui peut être remboursée par les organismes de formation, hein. Et c'est intéressant. Bon, il y a à peu près un tiers qui sont des apiculteurs qui suivent cette formation pour mieux connaître leurs produits au niveau scientifique. Après, il y a un tiers d'infirmières ou de milieu médical, quoi, infirmières, kinés ou autres. Et puis un tiers de personnes qui découvrent, qui n'ont pas de spécificité particulière, mais qui sont intéressées, attirées par l'abeille et qui sont souvent en cours de formation d'apiculture aussi. Mais là, c'est pas nous qui faisons, c'est d'autres instituts. Il y a pas mal de manières, plusieurs manières de se former. Donc c'est assez sympathique. Voilà, donc c'est très convivial, il y a beaucoup d'échanges. Voilà, chaque année, il y a un groupe WhatsApp avec plein de questions. Voilà, chaque fois, il m'inclut dans le groupe WhatsApp et il y a toujours des questions complémentaires, des choses. C'est très très sympa. C'est une belle formation, quoi, vraiment humaine et voilà. Donc cette association est très très bien. Les courses ont lieu à Lyon. D'accord, Ouais. très bien. Mais c'était bien parce qu'en parlant de cette association, ça permet également d'expliquer et de rappeler, comme vous l'avez très justement fait, et c'est bien de le dire, qu'il y a vraiment une approche extrêmement scientifique
Oui, dans votre parcours. Bon, déjà par votre propre parcours à vous, vous êtes ingénieur de formation, mais vous êtes toujours entouré et à travers cette association tire le lien encore vraiment de profils extrêmement scientifiques pour tout oui. ce que vous amenez et toutes vos recherches autour des produits de la ruche sont toujours sourcées et sont le résultat de recherches. Oui, ça C'est c'est très important. important. C'est très important parce que toute la crédibilité en dépend. Donc, on sort d'un certain, ce que j'appelle moi le folklore apicole, c'est-à-dire l'abeille, ça fait tout, ça soigne tout, ça, voilà, on sort de là pour essayer de comprendre l'insecte. Si vous voulez, moi je m'intéresse à la science en général et la science de l'abeille, il y a plusieurs sciences. Il y a l'apidologie qui est la science de l'abeille elle-même, hein, comment vivent les abeilles, comment elles se reproduisent, comment elles communiquent. Voilà, tout ça c'est absolument passionnant. Après il y a la médecine puisque ça soigne certaines pathologies. Donc voilà, il faut avoir des notions médicales, voilà, en laissant le métier du médecin au médecin, bien sûr. Faut pas vouloir être médecin parce qu'on fait de l'apithérapie. Voilà. Et puis c'est à cheval sur l'apiculture parce que bon, pour bien connaître les abeilles, il faut savoir s'en occuper, les élever, les comprendre et les aimer. Pour moi, l'abeille, c'est une sorte de passion, mais une passion objective. C'est-à-dire quand j'ouvre une ruche, je suis en état de pleine conscience, quoi. C'est voilà, je suis complètement en communication avec la ruche. Hein, je communique avec, je sens son odeur, son bruit, ses réactions, tout ça. Comme pour moi, c'est chaque ruche, c'est une personne, quoi, constituée de milliers d'individus, mais c'est une personne, quoi, hein. Donc voilà, mais ça doit pas rendre aveugle, quoi, hein. On peut aimer quelqu'un passionnément, mais connaître voilà ce que la personne aime, n'aime pas, la respecter et voilà. Et Et ses pour moi, défauts, et connaître ses défauts, parce que comment? et connaître aussi ses défauts, noter les défauts également. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a des ruches qui sont très propres et puis il y a des ruches qui sont sales. Voilà. Non, et puis dans la personnalité, moi j'avais été assez époustouflée quand j'ai eu voilà le plaisir immense de vous rendre visite. Vous me disiez alors cette ruche, elles sont sympas. Et puis là aujourd'hui, je sens que non, elles sont bien. Il y a de bonnes vibrations, on peut s'approcher, pas de souci. Cette Une ruche bonne humeur. dans le caractère, voilà, elles sont bien, mais voilà, aujourd'hui, je préfère qu'on aille sur l'autre ruche plutôt que celle-ci. Et donc, Voilà. vous ressentiez la ruche littéralement. Et c'était, Voilà. voilà, assez merveilleux à observer. Elles ont chacune leur personnalité, hein. Même s'ils sont des reines sœurs qui sont à la tête, qui viennent de la même mère, hein. Voilà, on élève en série les reines. Et on peut avoir des reines sœurs, mais des reines sœurs, elles vont générer des colonies qui vont être un peu différentes l'une avec l'autre. Il y en a une qui va ramasser beaucoup de pollen. J'ai une colonie hier, j'ai récolté 1 kilo de pollen en 3 jours de récolte, quoi. 1 kilo de pollen, c'est incroyable, quoi. Et puis d'autres à côté qui ont ramassé que 200 ou 300 grammes, quoi, hein. Mais c'est déjà pas mal. Oui, oui, bien sûr. Donc Ouais, voilà, ouais, c'est très intéressant. Donc effectivement, voilà, le prendre dans leur entièreté. ouais, C'est ouais. passionnant, passionnant à observer. Par rapport à notre sujet, notre thématique de ce jour sur la propolis, avant Oui. de rentrer voilà sur l'aspect plus scientifique, déjà peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ne savent pas peut-être ce qu'est la propolis. Alors la propolis, pourquoi est-ce que où trouve-t-on la propolis et pourquoi est-ce que les abeilles fabriquent-elles de la propolis? À quoi sert-elle dans une ruche pour démarrer? Alors la propolis, autant elle fabrique la gelée royale, hein, mais la propolis, elle la fabrique pas, elle la récolte. Elle s'est récoltée sur. Alors elle recherche en fait une résine, quelque chose qui colle, qui puisse faire des petites boulettes pour boucher les trous de la ruche déjà. Et ensuite, elle détecte les résines qu'elles ont dans l'environnement qui vont être le plus antiseptiques. Elles le sentent.
Elles sentent les huiles essentielles, tout ça, tout ce que ça peut contenir. Elles ont, si vous voulez, l'abeille, elle a pas de nez, elle a des antennes. Et avec ces antennes, elle va capter, il y a des milliers de capteurs sensitifs sur les antennes d'une abeille. Et c'est un véritable laboratoire d'analyse. Donc l'abeille, elle va choisir la résine dans son environnement qui va être la plus sympa pour sa ruche, celle qui sent le meilleur, qui paraît la plus propre, qui paraît la plus voilà. Donc et il n'y a aucune transformation de la part des abeilles. C'est pour ça que j'ai peut-être du coup j'ai mal utilisé le mot fabriquer. Je pensais qu'il y avait une petite fabrication, une petite modification entre la résine qu'elles récoltent et celle qu'elles viennent mettre. Oui, il y a mais la modification elle est physique, c'est-à-dire que la résine qui est récoltée en Europe, c'est de la résine de peuplier. Ce sont les bourgeons des peupliers qui sécrètent cette résine. C'est-à-dire que le peuplier pousse très vite et quand il pousse, les bourgeons qui vont pousser que l'année d'après, qui sont en dormance pour presque un an, eh bien, ils sont protégés. La plante les protège par cette propolis. Parce que les oiseaux n'aiment pas trop aiment bien les bourgeons, mais ils n'aiment pas la propolis parce que c'est âpre, c'est un peu amer. Voilà, donc voilà, c'est une manière pour la plante de se protéger contre des prédateurs. Voilà. Et les abeilles récoltent cette propolis. Elle est très collante, très très collante. Donc elles les récoltent sur leurs pattes postérieures, comme les mêmes pattes qui servent à récolter le pollen. Hein. Et après, une fois qu'elle rentre à la ruche, elle est incapable d'enlever ses pelotes de propolis, parce qu'elle colle tellement qu'elle s'englurait les pattes avec. Donc ce sont ses copines qui vont prendre un peu de cire dans la ruche et qui vont mélanger 1/3 de cire, 2/3 de propolis, faire des toutes petites boulettes et qu'elles vont placer dans la ruche pour coller les cadres entre eux, pour boucher une fissure, boucher les trous de la grille qu'on pose sur les cadres pour récolter la propolis, parce que comme ça, les trous dans lesquels elles peuvent pas passer, elles les bouchent avec de la propolis. Et nous, on retire la grille en plastique dans laquelle il y a la propolis et on la récolte comme ça, quoi. Donc, c'est une transformation physique. Je pense, bon, après, on peut penser qu'elles y ajoutent un peu de salive et tout ça, mais scientifiquement, c'est pas prouvé, quoi. Hein. Voilà. Alors cette prise de cire, elle est intéressante, mais elle est gênante parce que dans la cire, il faut pas qu'il y ait de pesticides de synthèse qui soient liposolubles, parce que en apiculture classique non bio, les services vétérinaires conseillent d'utiliser des bandelettes qu'on met dans la ruche et qui contiennent des pesticides pour neutraliser les varrois, qui sont un des parasites de la ruche. Et c'est pour ne pas polluer le miel, parce que d'après l'État, la ruche ne fait que du miel. Hein. Le reste, pollen, propolis, il n'y a même pas de stats. Hein. Il n'y a même pas de statistiques. Voilà. Et les boîtes de produits chimiques, elles aiment bien ça, parce que comme ça, il n'y a que le miel. Donc ils inventent des produits chimiques qui polluent pas le miel, ou très peu ou très rarement. Et c'est vrai que même du miel de ruche traité, bon, ils contiennent pas trop ces pesticides, c'est très très rare et faible. Mais par contre, comme ils sont liposolubles et qu'il n'y a pas de lipides dans le miel, eh bien ils vont polluer la cire, qui ne sont que des lipides. Donc la propolis, il faut avoir la certitude que ça vienne de ruches qui sont pas traitées avec des pesticides. Voilà, donc de synthèse. Donc ça, c'est très important. Et donc des apiculteurs qui traitent leurs ruches de manière traditionnelle, s'ils récoltent de la propolis, qui fabriquent leurs petites teintures, etc., c'est catastrophique, parce que bon, en usage externe encore, bon, c'est pas trop grave, mais si on verra tout à l'heure que bon, ça peut aider ça peut être un adjuvant de chimiothérapie, hein, et qui permet de garder la formule sanguine pendant la chimio, qui permet d'augmenter ses chances de survie quand il y a un cancer. Donc là,
cette propolis-là, elle est à déconseiller à fond parce qu'on va pas donner une propolis avec un pesticide cancérigène pour soigner un cancer, c'est sûr. Donc, ça demande un travail, une exigence scientifique de laboratoire. Si vous voulez, la propolis se prépare comme on prépare un médicament. Ah oui, on comprend bien l'idée derrière. Donc, et récolté. Voilà. Et après, dans le monde, il y a beaucoup de propolis différentes. Par exemple, il y a une grosse étude qui a été faite au Brésil où un chercheur allemand a été financé pour étudier toutes les propolis qu'il pouvait y avoir. Ils ont trouvé 13 propolis différentes. Et sur 13 propolis différentes, il y en avait que 3 qui étaient intéressantes. Il y en avait 10 qui n'avaient pratiquement aucun intérêt. Donc, ça dépend vraiment de la plante sur laquelle c'est récolté. Il y a des peupliers aussi au Brésil, donc cette propolis était bonne. Après, elle était de la propolis de Baccharis, qui est une plante sur laquelle les feuilles exsudent cette résine. Et ça, c'est ce qu'on appelle la propolis verte du Brésil, qui est connue, sur laquelle il y a beaucoup de publications, qui est une propolis qui est active. Elle est achetée pratiquement en totalité par le Japon, parce qu'au Japon, il n'y a pas une chimio sans qu'il y ait adjonction de propolis, parce que ça permet à la chimio d'agir plus fort et de faire moins de dégâts. Et donc, après, il y a la propolis d'Albergia, c'est la propolis de mangrove, on l'appelle aussi la propolis rouge. Et c'est une propolis qui est très très bien pour la femme ménopausée contre l'ostéoporose. Et c'est une propolis qui protège les os, qui permet de reconstituer le système osseux sans être œstrogénique, donc sans apporter le risque qu'apportent les œstrogènes. Donc elle est très précieuse. Elle est tellement précieuse qu'elle est tellement demandée que c'est devenu la propolis la plus chère au monde maintenant. Et ça ne produit qu'au Brésil et à Cuba. Alors qu'il pourrait s'en produire en Afrique où il y a des mangroves et où il y a la même plante exactement. D'accord. Et donc là, par rapport au Brésil et à l'Amérique du Sud, on est certain de la fabrication du coup? Vous nous parlez des pesticides? Oui, parce que là, l'abeille au Brésil, il n'y a pas le problème de ces pesticides, parce que l'abeille africanisée n'est pas traitée parce qu'elle résiste complètement au varroa et elle ne subit pas de traitement, donc on n'a pas ce problème-là. Et donc là, ces propolis, de toute façon, Pôle Énergie achète aussi la propolis verte et rouge, et la propolis du Brésil, et à chaque fois ils font des analyses et c'est correct, quoi. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Il faut faire surtout voilà. Donc la propolis, il faut savoir sur quelle plante elle est récoltée. Donc en Europe, c'est pratiquement à 95 ou 98%, c'est du peuplier. Donc c'est une des meilleures propolis au monde, on a de la chance. Voilà. Donc c'est la verte, celle-ci, c'est quelle est en fait la couleur, si j'ai bien compris, et rectifiez-moi hein, si je me trompe, la couleur dépend de l'origine de l'arbre, de la résine sur laquelle parce qu'il est donc là vous avez parlé de la verte, vous avez parlé de la rouge, on peut lire parfois l'ambrée ou la noire. Est-ce que vous pouvez nous Oui, alors j'aime pas trop le terme de la couleur, moi, pas du tout même, parce que par la couleur on peut faire dire n'importe quoi. Propolis blanche, propolis noire, propolis marron, propolis, voilà, avec les couleurs. Évidemment, ça marque, ça se retient bien, c'est très marketing. En termes de vente, c'est comme ça qu'on la trouve en tout cas. Donc, en termes de vente, voilà. Mais non, quand j'ai fait des recherches pour savoir où mes abeilles et puis celles de mes collègues récoltaient de la propolis. J'ai fait analyser des lots récoltés dans des bonnes conditions par des apiculteurs qui respectaient les règles. Et en fait, la totalité de ces lots, c'était du peuplier. Donc j'aime bien, plutôt que de donner la couleur du peuplier, j'aime bien dire que ça vient du peuplier, c'est l'origine botanique qui compte, quoi.
Donc la propolis qu'on appelle rouge, c'est d'Albergia, c'est de la propolis de mangrove, la plante qui pousse avec les racines dans l'eau salée. Et puis l'autre Baccharis, c'est une autre plante aussi, voilà. Donc il vaut mieux utiliser la plante, quoi. Hein. Si vous voyez les couleurs, méfiez-vous sur les emballages. c'est souvent pernicieux, quoi. Hein. D'accord. Parce que, a priori, alors si on parle en termes de marketing, juste pour comprendre, alors vraiment, on a bien compris que là, on ne regarde plus la couleur, on regarde l'origine botanique, mais les couleurs, elles disent quoi en fait? Il y a des propriétés pour les brunes, des propriétés pour les vertes, des propriétés différentes selon les couleurs. Non, les couleurs ne veulent rien dire. Les couleurs ne veulent rien dire. Ok, donc on oublie totalement les couleurs. C'est intéressant ça, parce que c'est souvent mis en avant. Ouais, non, c'est purement un terme marketing, quoi. Hein. Alors, bon, après qu'on dit la propolis d'Albergia, c'est souvent appelé propolis rouge. Non, mais si on l'appelle propolis rouge et qu'on sait que ça vient du d'Albergia, ça y a aucun souci. Si la propolis de Baccharis, on l'appelle aussi la propolis verte puisqu'elle a vaguement une teinte verdâtre en extrait, mais vraiment il faut faut savoir le décrypter. C'est en fait l'extrait, il est quand même très marron, quoi, hein, très marron, un peu kaki, quoi. Hein, voilà, donc on dit vert, mais bon, c'est la plante qui compte. Hein, voilà, vraiment c'est la plante. Et puis après le deuxième facteur, c'est le titrage, parce que eh bien l'action de la propolis est dose dépendante, elle est dépendante de la dose absorbée. Donc il faut que la propolis soit titrée. Hein. Voilà, il faut qu'on sache combien il y a de matière sèche et combien il y a de polyphénol dedans, voilà, quels sont le titrage en matière active pour pouvoir conseiller les bonnes quantités. Hein. Donc là, la propolis, c'est évidemment, ça vient de l'apiculture, mais c'est un travail de laboratoire. Hein. C'est vraiment un travail de laboratoire avec des protocoles qui sont bien déterminés. Voilà, on peut pas faire grand-chose dans sa cuisine hein, pour faire un extrait de propolis, quoi. Ou alors, voilà, on peut pas en faire grand-chose, quoi. Voilà. Si un petit extrait, même pas titré, si on a de l'eczéma, on en met sur la peau, ça va faire du bien. Mais il faut pas aller au-delà, quoi. Faut pas la propolis consommer per os. Il faut qu'elle soit titrée. Il faut que ce soit bien fait, quoi. Oui, il n'y a pas d'improvisation là-dessus. On comprend bien que l'approche scientifique est pointue. J'allais vous poser la question sur ce que contient la propolis, mais en fait, je pense qu'on peut vraiment rentrer dans le sujet parce que c'est vrai que propolis, alors on entend beaucoup propolis relatif au cancer, vous en avez parlé, relatif aussi beaucoup à l'immunité. Donc, je vous propose peut-être, vous m'avez envoyé de magnifiques slides qui sont pertinentes. Peut-être que vous allez nous expliquer au fur et à mesure ce que contient la propolis. Vous parlez de polyphénol à l'instant, peut-être pour bien comprendre ce que les composés actifs qui permettent d'agir sur l'immunité, le cancer, vous en parliez. Donc, alors, vous expliquer. Oui, déjà, quand on donne de la propolis à des petits animaux, des souris ou des rats, et qu'on prélève un peu de sang, on s'aperçoit que tous les facteurs de l'immunité, du système immunitaire, sont stimulés par la propolis. Bon, ça peut être les macrophages, les lymphocytes B, lymphocytes T, les natural killers. C'est-à-dire que l'ensemble du système immunitaire est stimulé par la propolis. Alors, et de manière très très harmonieuse. Les macrophages vont détecter des germes beaucoup plus. Voilà, les macrophages sont des globules blancs en fait qui ont on appelle ça des pseudopodes, des tentacules, si vous voulez parler, qu'on puisse comprendre, qui vont palper le terrain et détecter les anomalies de terrain.
Et ces macrophages vont déclencher l'action des lymphocytes B, des lymphocytes T. Voilà. Donc c'est tout le système immunitaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça agit sur l'ensemble du système immunitaire. Donc, déjà, ça c'est quand même très important. Ça vient de stimuler. Il est important de stimuler. Du coup, la propolis, elle peut être pertinente en prévention pour stimuler le système immunitaire, ou lorsque ça y est, on a une infection, on est malade, voilà, une pathologie. À quel moment il est plus pertinent de la consommer? Ça, c'est une super question, ça. Parce que la propolis met un certain temps avant d'agir dans l'organisme. Voilà. Donc, avant, voilà, on verra l'effet sur la formule sanguine, c'est 3 semaines. L'effet sur les virus, c'est à peu près 1 semaine. Ça commence à agir au bout d'1 semaine. Donc, si vous avez la grippe, vous prenez de la propolis, ça vous fera du bien pour la grippe suivante, quoi. Mais D'accord. Par contre, ça n'est pas stupide d'en prendre quand même quand vous avez déjà la grippe, parce que la grippe fragilise les tissus pulmonaires et qu'après, vous pouvez avoir des attaques microbiennes. Et ces attaques microbiennes peuvent être soignées par des antibiotiques, des huiles essentielles, etc. Donc, ça peut diminuer les attaques microbiennes qui suivent l'attaque virale. Mais ça va pas avoir d'effet sur l'attaque virale parce que c'est trop court, quoi. Et donc, voilà. Donc, après sur la grippe, plutôt des cures en démarrant l'hiver, par exemple, à l'automne, par exemple. Oui. Voilà, 2 fois par an, des petites cures. Comme le pollen, on va pas en manger tous les jours. Bon, là, pendant le Covid, c'est spécial. Mais on fait des cures, voilà. On fait des cures. Et ça permet aussi de stimuler ce système immunitaire, et c'est ce qu'on appelle des chasses immunitaires. C'est-à-dire un système immunitaire stimulé de temps en temps, eh bien, quand il est stimulé, il va faire le ménage des cellules anormales, il va les détecter, une infection un peu chronique, il va agir, voilà. Donc, c'est intéressant. Pour la grippe, il y avait un travail qui a été fait alors ça, c'est une histoire qui est succulente parce que c'était un médecin qui était professeur dans une école c'était dans l'ancienne Yougoslavie, à Sarajevo, et donc il était professeur de médecine et à l'école, dans une école d'infirmières. Et puis, tous les hivers, alors les infirmières travaillaient aussi en temps partiel à l'hôpital. Et tous les hivers, chaque fois qu'il y avait une épidémie de grippe, il n'avait plus une infirmière disponible parce qu'elle avait toute la grippe. Et c'était un apiculteur. Alors, lui, il prenait, pendant toute la période, il prenait une petite cuillère d'extrait alcoolique de propolis tous les matins, et il n'avait jamais la grippe. Et il s'est dit, bah tiens, je vais offrir un petit flacon de teinture mère de propolis à mes élèves, et puis je vais voir si elles auront la grippe. Et donc, vous voyez que celles qui n'ont pas pris le flacon ont eu un taux de grippe, j'ai plus les chiffres en tête, c'est 61%, et que celles qui avaient pris la grippe, il y a eu qui avaient pris la propolis, il n'ont eu que 7%, il y en a que 7% qui ont eu la grippe, quoi. Ouais. Donc ça a eu une protection qui était quand même pas mal, et ça a été repris par un de ses collègues dans une autre université, et il y a eu les mêmes résultats. Après, la preuve a été apportée aussi sur des souris, quand on leur donne on pulvérise le virus de la grippe dans une cage où il y a des souris, elles en meurent toutes. La grippe est foudroyante chez les souris. Et quand on leur donne de la propolis avant, eh bien, il n'y en a aucune qui meurt, quoi. Donc, ça protège quand même bien contre la grippe. Mais comme je dis, c'est vraiment du préventif. Donc, le bon réflexe, c'est si vous êtes dans un environnement où il y a pas mal de grippe, que vous risquez de l'attraper,
eh bien à ce moment-là, c'est le moment de faire une cure de propolis. Je préfère, moi-même, je fais comme ça. Si je sens un risque dans mon environnement, eh bien, je fais la cure. Plutôt que de prendre à l'automne et au printemps, ou au printemps, ou voilà, de manière à des dates fixes, voilà. Il vaut mieux faire en fonction du lieu où on vit et voilà. Si vous êtes dans un univers de travail où il y a un quart qui commence à attraper la grippe, ben là, c'est le moment de vite de prendre de la propolis. Vous avez un dosage peut-être à nous conseiller sur le dosage par rapport à la propolis dans cet objectif de cure? La propolis. Alors, si c'est, oui, si on prend en gélule, on peut prendre les gélules de Pôle Énergie sont très bien faites et très efficaces. Alors, en cas de Covid, etc., on peut prendre jusqu'à 6 gélules le jour. Et en préventif, on prend 2 gélules le jour, voilà, une le matin, une le soir. C'est à prendre pendant les repas, la propolis. Hein, c'est pas à prendre à jeun. C'est à prendre. On en assimile plus quand c'est mélangé au bol alimentaire, quoi. Donc vous D'accord. prenez ça, voilà, plutôt en fin de repas ou voilà, ou pendant le repas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc en préventif, vraiment quand il n'y a pas d'environnement contaminé, Voilà. 2 par jour. Voilà. Et 6 par jour si c'est en préventif, mais quand on sent que Si vous avez le conjoint ou la conjointe qui a la grippe, voilà, vous passez à 6. Ok, très bien, très bien. Voilà, parce que entre conjoints, on se contamine quand même pas mal, on Eh est oui, champ. oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon. C'était très pertinent cette démonstration, hein. Parce que là, bon, voilà, Oui. les chiffres Oui, sont oui, là. oui, 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 Mmh, oui, oui, oui. La vitamine D est très importante. Le déficit en vitamine D, bien sûr. Ah oui, c'est un premier facteur de grippe. Il y a un travail qui a été fait par des médecins dans des prisons américaines où il y avait beaucoup de Noirs. Et les Noirs, en fait, sont plus déficitaires en vitamine D parce qu'ils ont ce filtre sur la peau, voilà, qui empêche le rayonnement solaire de pénétrer. Et ensuite, dans une prison, il y a en général pas tellement de soleil, quoi. Donc chaque fois chaque hiver, ben, la totalité de la prison avait la grippe. Et donc, ils ont donné à tout un étage de la vitamine D. Et là, c'est pareil, il y a eu un très faible pourcentage de grippe sur cet étage, alors que les autres étages avaient la grippe comme d'habitude. Et ça a été fait 2 années de suite. mais Mais même, effectivement, je vous rejoins à 1000% sur les bons dosages de vitamine D, voilà. qu'il est important, même si c'est déremboursé maintenant, c'est une quinzaine d'euros environ, mais c'est vrai que voilà, c'est une petite Oui, parenthèse dans ce sujet. Effectivement, un bon dosage de vitamine D est très très pertinent à faire pour voilà, en oui, prévention. oui, On appelle ça vitamine, mais elle a vraiment le rôle d'une hormone, hein, cette vitamine D, donc oui. il est capital d'avoir un bon dosage de Et elle vitamine D. jouera un rôle aussi de prévention du cancer du sein, cancer de la Absolument. prostate. En fait, ça a pas mal de, c'est important, quoi. Hein. Absolument. Voilà. Alors après, l'autre fonction essentielle de la propolis, c'est la détoxification, l'épuration par la propolis, quoi, hein, du corps. Donc, les xénobiotiques, c'est les substances toxiques, que ce soit médicaments, pesticides ou des substances toxiques qu'on génère nous-mêmes, hein, substances étrangères, pesticides, métaux lourds, donc sont liposolubles. Et donc on peut pas les éliminer parce que tout ce qui est liposoluble, ça reste fixé dans l'organisme et ça fait tranquillement ses dégâts. Donc après, les enzymes du métabolisme des xénobiotiques vont rendre ces substances hydrosolubles et elles vont pouvoir être éliminées par l'urine, par la bile et donc par les selles tranquillement, quoi. Donc ce système d'élimination est favorisé par la propolis de manière extrêmement puissante.
voilà, on va voir les résultats, par exemple, sur Ah oui. les transaminases. C'est une manière de mesurer les transaminases, la souffrance du foie, des reins, enfin voilà. Les médecins le prescrivent pour voir s'il n'y aurait pas un cancer quelque part. Tout ça, ça fait partie du diagnostic médical classique, quoi, hein. Or là, vous voyez, si on a un témoin avec les transaminases comme ça, si on leur donne de la propolis, c'est sur des rongeurs, hein, la propolis ne change rien, quoi. Donc il n'y a pas de toxicité due à la propolis. Si on traite ces rongeurs avec du mercure, avec un métal lourd, eh bien on a une explosion des transaminases. Et si on leur donne le mercure plus la propolis, ben vous voyez, on n'est pas tout à fait à la normale. Il y a quand même une toxicité du mercure, mais voilà, et ça empêche la toxicité paroxysmale du mercure. Et ça, avec le plomb, le mercure, enfin des solvants, enfin il y a plein de beaucoup de travaux qui a été fait de cette manière-là. Et voilà, donc c'est très intéressant. Après, sur en cancérologie, si on greffe un cancer mammaire sur une patte de souris, 20 jours après, toutes ces souris sont mortes, hein. Si on leur donne juste la propolis, bon, elles vont vivre 3-4 jours de plus. Donc c'est intéressant, mais ça fait pas grand-chose. Donc on peut pas dire qu'on soigne le cancer avec la propolis. Par contre, si on leur donne le produit de chimiothérapie, les rhinos, le 5FU, les produits de chimiothérapie qui, dans le cancer du sein par exemple, mettent en rémission 90% des femmes à 10 ans, donc qui sont très efficaces. Eh bien, sur la souris, qui est un modèle très sévère, eh bien, toutes les souris vont quand même mourir. Mais vous voyez que par rapport à la mortalité induite par le cancer, ça va retarder énormément, voilà. Et par contre, si on donne la propolis en même temps que le produit de chimiothérapie, eh bien, il y a 40% des souris qui survivent, hein. Et ça, quand on montre ça à des oncologues, ça les étonne énormément. Donc, quand j'avais Pôle Énergie, mon but, c'était de faire une étude clinique sur ça, parce que tant que le modèle animal n'est pas recevable par le milieu médical. C'est malheureux, pourtant, on est très très proche des souris et des rats au niveau cancérologie, tout ça, mais voilà, c'est pas recevable. Et c'est pas publié, ce genre de publication, dans les revues médicales. Donc, la propolis est complètement ignorée par le milieu médical classique, quoi. Et mon enjeu, c'était de réaliser cette étude clinique. Donc, j'avais fait constituer un CD qui expliquait tout ça pour le remettre à des gens qui sont confrontés au cancer tous les jours, notamment à Berguenier, à une clinique spécialisée à Bordeaux sur le cancer. Et donc, on avait eu l'autorisation d'études cliniques pour le cancer. J'avais eu une subvention pour voir si c'était faisable, hein. Donc, il fallait faire la toxico, il fallait faire le passage dans le sang, en fait, tout un tas de choses. Donc là, on a eu le feu vert. Et seulement, il fallait à l'époque 500 000 € pour faire l'étude clinique comme adjuvant de chimiothérapie, hein. C'est-à-dire que donner en même temps que 4 chimios différentes avec le même témoin, voilà. Et les femmes qui auraient reçu le témoin auraient eu droit à la propolis après. Et donc j'avais pas les 500 000 € qu'il fallait, la société Pôle Énergie pouvait pas financer ça, et donc j'ai vendu la société à des financiers qui devaient faire l'étude clinique. Et en fait, ça a été un peu le drame de ma vie, c'est qu'ils ont pas fait l'étude clinique, ils ont breveté tout le travail qu'on avait fait avant pour valoriser ça lors d'une revente, et
Donc cette étude clinique n'a jamais eu lieu. Mais vous parliez tout à l'heure en introduction, au début de ce webinaire, du Japon qui utilisait la propolis. Est-ce que là il y a des études au Japon par rapport à la propolis? Alors les Japonais ont une éthique complètement différente. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des personnes qui sont en chimiothérapie, qui ont une formule sanguine qui a chuté. Vous leur donnez de la propolis, 3 semaines après, la formule sanguine remonte. Pour eux, c'est une preuve. Et pour le corps médical classique de recherche à l'Ouest, eh bien, ceci n'est pas une preuve. Un témoin peut pas être on peut pas être son propre témoin. Voilà. Donc c'est sévère, quoi. Mais en fait, moi j'ai eu plusieurs, peut-être 300 personnes qui ont pris de la propolis et qui avaient des formules sanguines qui étaient tombées et les formules sanguines sont remontées. Donc c'est une observation statistique. Si on avait fait une étude statistique, eh bien c'est une observation qui est très pertinente, quoi. Hein. C'est intéressant, c'est dommage que ce soit. Puis il n'y a pas d'effet secondaire difficile, à part de très rares cas d'allergie. Hein. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment dommage que voilà. Et qui va financer une étude voilà. Si c'est un laboratoire comme Pôle Énergie, même s'ils avaient les sous, eh bien, ça tomberait dans le domaine public après, et tout vendeur de propolis pourrait argumenter ça. Il pourrait pas amortir des recherches. Voilà. Donc c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Alors après, je pense que maintenant on pourrait trouver les fonds parce que il y a 15 ans, on pouvait pas ouvrir des appels à dons, tout ça. Donc voilà. Donc si vous avez 500 000 € dans un tiroir, je connais le chercheur qui peut lancer ça et vous ferez du bien à l'humanité. Mais bien sûr, mais il faut toujours lançons des graines et puis arrosons-les de temps en temps et observons. Ça pourrait concerner, parce qu'il me semble que j'avais lu quelque part que sur certains cancers hormonodépendants, il fallait être précautionneux. Je me trompe ou je confonds? Non, pas du tout. Non. Avec la propolis? Oui, avec la propolis. Non, il n'y a pas de. Ok, il n'y a pas de certains types de cancers sur lesquels. D'accord. Non, voilà. En fait, les cancers auxquels j'ai vu, c'était surtout des cancers du sein, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Ok. C'est un des cancers les plus répandus quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais voilà, c'était pour avoir le confirmation auprès de vous et puis votre retour d'expérience et puis ces chiffres là et puis ces retours aussi au Japon. Voilà, on observe ce qui se passe autour et puis après. Voilà. Et dans tous les cas, on rappelle bien, et c'est ce que vous dites, que dans tous les cas, on continue son traitement de chimio. De toute façon, ce n'est que en complément. Absolument. Que en complément pour soutenir le corps, encore une fois. Soutenir le corps, et ça permet en fait, des personnes qui ont une formule sanguine qui est déglinguée par la chimiothérapie, ça permet de neutraliser dans 80% des cas cette chute des globules blancs, des globules rouges. Dans 20% des cas, il faut prendre des doses plus importantes, et ça fonctionne aussi. Donc voilà. Et de toute façon, quand en chimiothérapie, quand il y a une chute des globules rouges, des globules blancs, on donne du neupogène et de l'EPO. Donc ce sont des facteurs de croissance. Donc ça neutralise les effets positifs de la chimiothérapie, parce que donner des facteurs de croissance pendant une chimiothérapie, c'est dommage, parce que ça favorise la multiplication cellulaire. Oui, non. Voilà. Et après,
Alors, beaucoup d'oncologues ont pour principe de ne pas donner d'antioxydants. Alors, la propolis est antioxydante. Mais le terme antioxydant, ça recouvre des notions complètement différentes. Il y a des antioxydants intracellulaires, des antioxydants... je crois que j'ai une planche là-dessus. Non, j'ai pas. C'est dommage, j'aurais pu l'expliquer avec... Oui, si ces antioxydants agissent à des niveaux différents. Il y a la propolis agit principalement au niveau des enzymes qui sont dans le foie et qui sont les enzymes qui permettent de casser les molécules toxiques, les molécules étrangères plutôt, et c'est ce qu'on appelle des métabolites. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le produit de chimio, les produits de chimio n'ont pas en eux-mêmes une toxicité élevée. Ils empêchent les cellules de se multiplier, mais c'est tout. Et par contre, le foie va casser ces molécules en morceaux qu'on appelle des métabolites. Et ces métabolites on peut les obtenir de synthèse à l'heure actuelle et les donner à des rats et voir les effets des métabolites. On s'aperçoit que les effets néfastes de la chimio viennent des métabolites et non de la chimio elle-même. Donc, ce sont les déchets de la chimio qui sont toxiques. Et donc, le foie va permettre d'éliminer les déchets de la chimio. Donc, ça va rendre la chimio plus active, parce que cette toxicité va neutraliser une partie des effets de la chimiothérapie. Voilà. Donc, c'est ce qui est étudié. Il y a un chercheur de haut niveau en Algérie qui travaille là-dessus et qui a sorti des publications qui sont très, très intéressantes sur ça. Voilà. Donc, c'est intéressant. Effectivement, pendant les chimiothérapies, le soutien du foie, le soutien hépatique est très, très, très intéressant, très pertinent. Voilà. Alors, pas seulement oui, voilà. Donc, et le foie, c'est une vraie usine, donc on peut soutenir un effet du foie et avec un produit et un autre effet avec un autre produit, quoi. Oui. Bon, c'était très intéressant. Je vois une très jolie photo là à l'écran. Alors à l'écran, c'est la propolis, c'est une question qui est très importante. Voilà, les abeilles vont tout coller dans la ruche. Vous voyez, ce cadre-là, ce montant-là était sur l'autre montant et était collé. Voilà. Alors l'apiculteur, là, je suis en train de gratter le cadre parce que pour pas qu'il se recolle contre la paroi. Vous voyez. Et ça, c'est de la propolis. Donc la propolis de bien des fabricants vient de cette propolis de raclage qui est en fait un déchet du nettoyage des ruches, quoi. Hein. Et cette propolis, elle est inapte aux soins humains ou animaux. Et si vous voulez, vous pouvez en faire une teinture mère et dissoudre dans l'alcool pour teinter des meubles, mais c'est tout, quoi. Parce que cette propolis, elle est oxydée, elle va faire un extrait très foncé, très noir. Elle contient des résidus peut-être de l'enfumoir aussi. Quand on fait un peu de fumée dans la ruche, elle se dépose. Et donc, voilà. Donc, c'est une propolis qui est oxydée et qui a encore une efficacité. Hein. C'est pas une question... Si on fait un extrait, qu'on la met, qu'on teste ça sur des bactéries, ça va détruire les bactéries comme une bonne propolis, mais ça n'est pas un produit qui est constant à lui-même. Si on fait 2 extraits de propolis de raclage, elles n'auront pas les mêmes compositions. Donc ça, c'est une propolis que moi-même je jette, je ne la garde pas. Par contre, la récolte qu'on fait, une propolis, pour qu'elle soit fraîche, on pose des filets ou des grilles sur le dessus des cadres. Les abeilles, comme elles peuvent pas passer à travers les orifices de ce filet ou de cette grille, eh bien, elles vont boucher la grille avec de la propolis pour étanchéifier leur demeure. Et donc, on sait quand on pose la grille, on sait quand on la récolte. Donc, on a une propolis qui est fraîche.
Et vous voyez, la couleur, elle est un peu rouge. Elle est pas noire comme celle qu'on raclée, qui est oxydée. Donc, c'est une propolis qui est pas oxydée. Et si on prend de la propolis, moi j'avais envoyé des grilles à propolis à des producteurs de pollen, à Pôle Énergie, qui étaient aux quatre coins de la France et dans le nord de l'Espagne. Et j'ai récupéré les grilles, je les ai faites analyser. Et il y avait 12 échantillons. J'ai envoyé ça dans un laboratoire très spécialisé sur la production, l'analyse de propolis. Et il n'y avait pas les mails à l'époque, c'était un fax. Je reçois un fax. Vous m'avez envoyé 12 prélèvements du même échantillon, alors que c'était récolté de manière, au niveau géographique, très dispersé. Hein. Donc, l'homogénéité vient de la méthode de récolte et aussi de la présence. Il faut qu'il y ait de peupliers dans l'environnement. Et les abeilles sont capables de faire plus de 4 kilomètres pour aller chercher la propolis sur des peupliers. C'est une plante qui est très, très attractive au niveau de la propolis. Voilà, on voit bien la couleur, on voit bien les plaques, donc ça permet de mieux visualiser comment on récupère la propolis, effectivement. Alors cette grille, on va la rouler, on va la mettre au congélateur, et cette résine qui est très collante, eh bien, on va la rendre cassante. Et en froissant cette grille ou ce filet, eh bien, les petits copeaux vont tomber et on les garde en congélation. Après, tant qu'ils sont cassants, on les broie, on en fait une espèce de farine avec une hélice qui tourne à 3000 tours minute. Et après, c'est plongé immédiatement dans l'alcool, et c'est l'alcool qui va extraire la propolis. Et donc, c'est brassé pendant une semaine. Hein, on a un brassage long à 20 degrés, à froid. Et ce brassage va extraire vraiment toutes les matières actives de la propolis. Donc, on va extraire les polyphénols, les esters d'acide caféique, toutes les substances actives vraiment de la propolis. Extrêmement anti-inflammatoire, d'ailleurs. Alors, c'est anti-inflammatoire, oui. Oui. Donc, très intéressant. Un rôle de plus, une action de plus de la propolis. Là, vous parlez du mode de fabrication. On peut retrouver la propolis, donc vous parlez de gélules tout à l'heure. Oui. On peut la retrouver en spray, on peut la retrouver en gouttes. Quelles sont les différentes galéniques qui existent autour de la propolis et quels sont vos conseils, ou est-ce que certaines formes sont plus intéressantes que d'autres? Alors, la forme initiale, c'est une teinture mère, c'est-à-dire c'est l'alcool qui a extrait. Alors, le problème, c'est que ça contient encore 45% d'alcool et que la propolis fraîche, elle est un peu agressive au niveau des muqueuses. Donc, c'est pas facile à consommer comme ça, puis il y a quand même l'alcool. Donc, la forme galénique la plus confortable, c'est... donc on évapore l'alcool, c'est de nouveau broyé, mis avec un substrat dans des gélules. Et donc ça peut être les personnes qui sont en chimio en général ont la bouche un peu à vif, donc c'est vraiment les gélules qui sont le mieux. Et puis après il y a une formule qui est unique à Pôle Énergie, c'est des unidoses où on n'a plus l'alcool et on a une suspension. Alors, c'est une suspension de micromolécules de propolis, donc il faut remuer bien et rincer cette unidose, parce qu'autrement on en laisse un peu dans l'unidose. Mais c'est très agréable à prendre, et là, le goût est agréable, et c'est très confortable. Ça peut être ça peut être donné comme ça à des enfants, en proportionnant au poids, quoi. Donc... J'allais vous poser la question, la propolis, tout à l'heure sur les enfants. Est-ce que... Oui, voilà. Bon, après, les enfants, dès qu'ils ont une nourriture variée, quoi, il faut pas en donner à des nourrissons, quoi. Oui, on va dire 7 ans, pour être précautionneux. Oh, même pas, 5 ans. Moi, je connais des enfants qui, 5 ans, en prennent, et ça va très bien, quoi. Hein. D'accord. Ouais. D'accord. Donc là, la galénique, entre les petites doses ou les gélules, l'effet est le même. C'est simplement le choix personnel de la mode de consommation. Voilà. Après, les sprays, il y a des sprays maintenant sans alcool ou avec alcool.
Alors le spray avec alcool me semble plus efficace parce que ça rentre dans les tissus, c'est pour les maux de gorge, c'est un effet local. Donc ça c'est intéressant. Après, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais globalement, c'est vrai que c'est comme ça qu'on les trouve en spray. Donc, il y a une Ouais. action plus locale, forcément globale, hein, Oui, on oui, l'avale, oui, mais il y a de plus en spray une action locale si vraiment le mal de gorge oui, est oui, installé. Bien qu'on garde en tête que l'efficacité majeure reste quand même en prévention. oui, 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 tout à Mm. fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Très intéressant. Après, le spray, ça peut être très intéressant. Le spray avec l'alcool, à ce moment-là, peut être très intéressant sur les eczémas ou les problèmes de peau. Vous Parce parliez que de topique tout à l'heure. l'alcool va s'évaporer, ça va faire un vernis, en fait, comme un vernis sur la peau, sur l'eczéma. Et la propolis a un pouvoir anesthésiant. Donc, ça va empêcher le grattage et d'entretenir l'eczéma, quoi. Hein. Donc, et puis, ça a un effet antiseptique qui est très puissant. Hein. Le nombre de germes qui sont détruits par la propolis, c'est très, très, très important. Donc, les cures, après, les mycoses intestinales peuvent être soignées par la propolis. Les candidoses. Les candidoses, oui. Ah Oui, oui, oui. Les candidoses, c'est très intéressant. Mais là, c'est 6 gélules par jour pendant c'est 2 mois ou 2 mois et demi. Ouais, oui. ouais, c'est long, oui. Mais ça peut être très, très intéressant à ce niveau-là. Très intéressant ça. Oui. D'accord. Ça Donc, joue quand on, sur la levure ou ça joue sur le biofilm? Ou les deux peut-être? ça joue sur les levures. D'accord. Sur les levures. Sur le biofilm, ça va être le pollen qui va agir. Là, je D'accord. conseille, moi, du pollen de cyste et la prise de propolis. Très Prise de intéressant. propolis à chaque repas, et puis le cyste le matin au petit déjeuner, quoi. Parfait. Très bien. Et pour les enfants aussi? Donc, pareil, oui, Moins de dosage, mais du coup, pour des oui, oui, enfants, c'est possible oui, aussi. oui, Parce qu'il y en a de oui, plus oui, en plus tout à fait. d'enfants avec des candidoses. Oui, L'excès de sucre dans l'alimentation est ben dramatique. oui, Donc, ben oui, oui, à l'heure actuelle, c'est catastrophique, quoi. ouais, Et, très intéressant. oui. Après, Alors, je vous laisse continuer sur les normes que vous voulez nous partager. Après, sur les normes, oui, c'est vraiment un métier de laboratoire, le métier de transformation de la propolis. Donc, il y a des normes benzopyrène, c'est des substances qui sont générées par la lampe à souder quand les apiculteurs désinfectent la lampe à souder. Malheureusement, ça fait partie de l'enseignement apicole classique qu'il faut désinfecter les ruches avec un chalumeau, quoi. Et ça, c'est une catastrophe pour la propolis parce qu'on génère des molécules très toxiques, cancérigènes, et dans la ruche, alors que il n'y a pas d'objet de faire ça, quoi. Il vaudrait mieux rincer rincer ou mettre au soleil ou racler. Et l'état sanitaire des ruches, pour moi, il est contrôlé par la génétique de l'abeille. Il y a des abeilles qui savent très bien se débarrasser des germes et être propres. Et notamment les vétos, les vétos, ils conseillent de gérer les ruches comme on gère une salle d'opération. Très souvent. J'étais co-conférencier dans des congrès où c'était étonnant, quoi. Il fallait visiter les ruches toutes les semaines pour savoir s'il n'y avait pas une maladie, ce qui pour moi est complètement absurde. Faut pas les déranger quand on n'a pas besoin de les déranger, les abeilles. Et par contre, on a des possibilités de sélection, en sélectionnant des reines qui donnent des ouvrières qui vont... Par exemple, quand une larve meurt dans une ruche, il y a des abeilles qui détectent immédiatement que la larve est morte et elles vont l'évacuer. Donc, et il y a d'autres abeilles qui sont des sales, des abeilles qui sont pas propres, hein, qui vont laisser l'abeille, la larve pourrir et qui vont la sortir que à ce moment-là, quand ça sent très mauvais.
Donc, à ce moment-là, elles vont répandre la maladie dans toute la ruche. Hein. Donc, il y a des tests qu'on fait passer. On prend un petit morceau de couvain qu'on met au congélateur pendant 24 heures pour tuer les larves. On le remet dans la ruche. Hein, et on voit les abeilles qui auront tout nettoyé ou celles qui n'auront pas nettoyé. Et celles qui auront tout nettoyé en 12 ou 24 heures, elles n'auront jamais de maladie. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire ça et de garder que ces souches, de multiplier ces souches. Avec une seule reine qui est à la tête d'une colonie, qui a ses propriétés, on peut faire des centaines de reines. Donc voilà. Donc, le métier d'apiculteur, c'est un métier d'éleveur et de sélectionneur dans le sens de la nature. Et la nature, tout ce qui ne survit pas, ça disparaît. Et en fait, par l'hygiène et par les traitements, on empêche la nature de faire disparaître ce qui doit disparaître. Donc, il faut imiter la nature pour détecter ce qu'elle aurait fait disparaître et puis changer les rênes à ce moment-là pour aller dans une bonne direction et avoir des ruches qui soient saines, qu'on ne soit pas obligé de traiter à mort et qui, voilà. Donc, c'est très, très important, cette conduite dans le sens de la nature. Malheureusement, il y a très, très peu de vétérinaires qui encadrent les apiculteurs qui sont dans cette dynamique. Eux, il faut mesurer et traiter, mesurer et traiter. Et on traite de manière préventive, soi-disant. Enfin, c'est quelque chose que je trouve carrément stupide, quoi. Oui, mais on comprend. On comprend, voilà. on s'approche. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai une dernière petite question à vous poser. Oui. Je pense aux personnes qui sont... alors, en fait, c'est deux questions. Je pense aux personnes qui sont allergiques au pollen, par exemple, ou aux produits de la ruche. Est-ce que la propolis rentre dans ce cadre et est-ce que c'est intéressant pour eux ou dangereux pour eux enfin, dangereux, parce qu'il ne faut pas qu'ils en prennent. Et comme la propolis est aussi a une action sur les systèmes immunitaires immunomodulants et que dans les cas d'allergie, on sait que le système immunitaire part un peu à volo, est-ce que ça peut être intéressant dans les cadres d'allergie, précisément, quelle qu'elle soit? Alors, dans le cas d'allergie, bon, ça peut-être diminuer un peu les inflammations, mais je pense pas que ça ait un effet majeur au niveau des allergies. Par contre, on verra dans l'air des ruches, on a des substances qui peuvent inhiber la surexpression des gènes qui provoquent l'inflammation, notamment l'inflammation pulmonaire, mais aussi les inflammations rhinopharyngées dans le cas d'allergie, quoi, hein. Et y compris des allergies, par exemple aux fruits à noyaux, ou voilà. D'accord. Donc ça peut être là, l'air des ruches va pouvoir avoir un effet. C'est pas équivalent chez tout le monde parce que le système d'inflammation n'est pas le même chez tout le monde. La réponse n'est pas la même. Le défaut génétique, la réponse n'est pas la même. Voilà. Donc, mais il y a un pourcentage important sur lequel ça peut fonctionner et ça, c'est très encourageant. D'accord, donc plutôt l'air des ruches. Donc là, vous nous faites un teasing incroyable. On va vous écouter avec attention sur le prochain dossier. Et par rapport aux personnes qui sont allergiques alors c'est plus le pollen, je sais bien, mais est-ce que la propolis, est-ce qu'il y a des précautions à avoir sur la propolis lorsqu'on est allergique au pollen ou aux produits de la ruche? Non, il n'y a pas de passerelle entre les deux, en fait. Voilà, on peut être allergique à la propolis aussi. Voilà, donc alors il y a des apiculteurs qui deviennent allergiques en allergie de contact sur leurs mains. Et comme ils ont les mains dans la propolis tout le temps, il y a un moment où le corps en a marre et il provoque une réaction surdimensionnée inflammatoire. Mais donc il y a un test à faire avant d'en consommer. Une gélule, 2 gélules. Si on a un terrain très allergique, ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de spray au pli du coude, voilà. Mais bon, sous un pansement occlusif, et comme ça, là, on peut être sécurisé. Si on est allergique à 7 ou 8 substances, quoi, hein, si on a vraiment un terrain qui répond énormément à l'inflammation, quoi. D'accord, de manière générale. Mais en tout cas, les personnes qui sont allergiques au pollen, par exemple, au moment du printemps, il n'y a pas de passerelle, vous nous rappeliez, entre la consommation de propolis et
Voilà. Non, 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 je pense pas. Ça peut être un peu anti-inflammatoire, mais c'est pas suffisant de toute façon. C'est pas suffisant. Non, mais Je suis- c'est pas dangereux pour ces personnes-là, c'est dans ce Non, sens-là. Ça va pas leur non, déclencher une crise. non, non, Voilà. OK. non plus, non plus, D'accord. non plus, non Parfait. plus. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. J'ai de nouveau pris plein de notes, donc c'est toujours un vrai plaisir. Moi, je me délecte de vous écouter. Je suis persuadée que nos auditeurs qui nous écoutent en même temps ont pris plein de notes aussi et ont appris plein de choses. Donc voilà, la passion vous anime, on le sent tout de suite, et donc c'est toujours tellement agréable d'écouter une personne passionnée, parce que voilà, vous Merci, c'est gentil de votre part. transmettez cet élan, mais je le pense vraiment. Vous transmettez cet élan, et donc et surtout que vous avez voilà ce regard sur la nature, de protection de la nature, de beaucoup d'amour. On sent que vous les aimez, vos abeilles. Donc voilà, il y a cette approche naturelle et à la fois très bienfaitrice par rapport au monde du végétal et animal, les deux. Oui, et puis pour chaque produit, à l'école d'agriculture, j'avais un professeur de marketing que j'aimais beaucoup et qui disait qu'il y avait deux types de marketing. Il y avait le marketing du cœur, c'est-à-dire que on vend des produits qu'on aime, qu'on va préparer et façonner et étudier et qu'on va donner à ses enfants, ses conjoints, peut-être pas sa belle-mère, mais Mais pourquoi pas? Il doit y en avoir des sympas. il y en a de sympas Même quand pas, il même. doit y en avoir. Il y en a des très sympas. Moi, j'ai toujours été verni. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a le marketing de l'épicier. Je suis désolé pour les épiciers, mais c'est-à-dire que les gens, ils vendent ce qui se vend, quoi. Donc, quand il y a un manque sociétal, on cherche le produit qui va faire plaisir à la personne et puis on va vendre ça. Donc, moi, dans toutes mes démarches de produits, de ce que je fais pour communiquer, pour partager, pour vendre, pour enseigner, c'est vraiment à fond, je suis à fond dans le marketing du cœur, quoi. Je serais incapable de conseiller un produit dont je suis pas sûr, voilà, que je connais pas, voilà. Et pour bien conseiller, il faut connaître. Donc la science aide à ça. C'est ça. Donc ça fait partie d'un tout, quoi. Non, mais tout à fait. Et cette singularité-là dans votre approche spécifiquement, qui fait de vous un spécialiste, mais tant du point de vue scientifique, recherche, que voilà, qu'avec ce regard bienveillant sur cette nature, cette éthique. Voilà. Donc ça, c'est Voilà. voilà, c'est formidable. Donc merci Et- infiniment de nouveau d'avoir répondu voilà, à notre invitation et d'avoir fait cette belle présentation sur la propolis. On vous retrouvera avec grand plaisir pour l'ère de la ruche et toute voilà, cette approche de bien-être au travers des produits Voilà. de la ruche de manière générale. Donc le miel, vous avez vécu en Inde, donc voilà, vous allez nous parler de massage ayurvédique, mais lié au miel. Enfin voilà, encore tout ce qu'on peut décliner Oui. à partir de la ruche et encore une fois de ces cadeaux que nous offre Voilà. le monde végétal et animal et comment avec beaucoup d'éthique et beaucoup de bienveillance on peut les utiliser et les voilà et bénéficier en tout cas de tous leurs attraits. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous pour votre écoute. On est ravis de voir vos petits commentaires sous les vidéos, donc c'est toujours un plaisir de vous lire. Au plaisir de vous retrouver, Patrice, et puis une belle journée ou soirée selon quand vous nous écouterez. Et puis prenez bien soin de vous, vous le savez, vous êtes précieux, c'est important. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.